Charles Gave, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes président de GAFCAL et de l'Institut des Libertés. Et alors, Charles, vous avez une conviction très forte, j'allais dire une marotte, mais c'est plutôt une conviction forte. Vous dites, s'il y a bien une zone dans laquelle il faut investir aujourd'hui, c'est l'Asie. Pourquoi ? Il faut revenir à ce qu'était l'Asie autrefois. L'Asie, c'était presque un esclave du dollar. C'est-à-dire, s'il y avait trop de dollars dans le monde, le dollar baissait, l'Asie montait, puisqu'ils empruntaient en dollars, vous voyez ce que je veux dire, c'était une espèce de jeu. S'il y avait une crise de liquidité sur le dollar, l'Asie baissait très fortement. Donc l'Asie, c'était un multiplicateur du dollar. Si vous étiez baissier sur le dollar, vous achetiez l'Asie, si vous étiez haussier, vous ne l'achetez pas. Vous voyez ce que je veux dire, c'était un truc assez simple. Et la Banque centrale chinoise a vu ce qui s'est passé pendant la grande crise de 2008-2009 et celle de 2002 avant. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que d'un seul coup, par exemple, la Chine, ou prenez Taïwan et la Corée, qui échangent des biens, ils soldaient tous leurs biens en dollars entre eux. C'est-à-dire que les balances commerciales entre eux étaient soldées en dollars. Et pendant à peu près 3 semaines, 1 mois, pour des raisons historiques, pendant la grande crise financière, plus personne n'a pu mettre la main sur le dollar. Et donc à ce moment-là, ils ne peuvent plus importer, exporter. Et ils ont eu un véritable effondrement de leur économie et de leur commerce extérieur. Donc la Chine est allée voir toutes les banques centrales et leur a dit, de la région, elle leur a dit, mais pourquoi on fait du commerce entre nous en dollars? Il n'y a aucune raison. Si vous voulez, vous acceptez ma monnaie, j'accepte la vôtre. Les soldes, on se débrouillera pour les régler, soit en or, soit en dollars, etc. Mais on n'a pas de raison que le flux soit fait en dollars. On va le faire en renminbi. Je vous offre des swaps, c'est-à-dire des prêts quasiment illimités en renminbi. Et puis de votre côté, vous accepterez ma monnaie. Et puis si vous avez des déficits des comptes courants, c'est-à-dire si vous êtes en déficit extérieur, moi, je vous garantis le financement de votre déficit avec les réserves de change que j'ai ou avec n'importe quoi. Donc l'Asie, qui était la région du monde la plus volatile, Et la plus dépendante ? et la plus dépendante, va devenir la moins volatile et la moins dépendante, et où il restera une croissance très forte. Et donc c'est pas difficile de dire que c'est l'endroit où il faut être, quoi. Alors, ce que vous dites à propos justement de la monnaie et de l'usage de la monnaie de référence qui était le dollar et de, de la substitution à celle-ci de monnaie locale résonne particulièrement parce qu'on entend beaucoup parler en ce moment, en tout cas on en entend parler, de l'achat par la Chine de quantités assez phénoménales d'or. Oui. Et il se dit que la Chine ne fait pas ça juste, en effet, pour alimenter ses orfèvres. Non, pas vraiment. L'idée, ça serait évidemment d'indexer sa monnaie à de l'or. Vous croyez à ce scénario ? Je ne sais pas si elle veut l'indexer. Ce qu'elle veut faire, c'est dédollariser l'Asie. Bon. Surtout qu'il y a une rivalité avec les États-Unis. Il y a une rivalité avec les États-Unis. Enlever ce que Rueff appelait le privilège impérial, c'est-à-dire que les États-Unis soldent leur déficit du compte extérieur en donnant des dollars au reste du monde. Ils disent que ça, c'est un vrai scandale. Enfin, ce que disait De Gaulle, donc c'est rien de nouveau, mais on arrive à la fin de ce cycle de la monnaie impériale. Alors, qu'est-ce que font les Chinois à ce moment-là? Ils disent, ils viennent d'ouvrir un marché à terme du pétrole à Hong Kong qui cote en yuan, en monnaie chinoise. Imaginez que vous soyez l'Arabie Saoudite, que vous ayez vendu plein de pétrole à la Chine en yuan, ce qui serait un coup terrible pour les États-Unis. Enfin, imaginez que ça se passe. La Russie le fait déjà. Et que vous ayez trop de yuan. Ce que la Chine dit, c'est si vous avez trop de yuan et vous ne voulez pas les mettre dans vos réserves de change, ce que je fais, moi, c'est que je vous donne de l'or en échange, à la valeur du marché du yuan de ce jour-là. Donc, c'est pas qu'ils collent leur monnaie au dollar, c'est qu'ils disent aux gens, si vous avez trop de yuan, moi, je vous donne de l'or. C'est une contrepartie. C'est une contrepartie. Ce qui leur permet de ne pas ouvrir leur compte capital. C'est-à-dire de garder le contrôle des flux de capitaux dans leur monnaie. Autrement, ils seraient obligés, si la monnaie devenait complètement convertible, à ce moment-là, elle deviendrait susceptible d'être attaquée par Goldman Sachs ou je ne sais pas qui. Mais à partir du moment où ils le changent en or, personne ne peut attaquer. Donc ils gardent leur compte capital fermé, c'est-à-dire ils gardent le contrôle total, mais ils vous permettent de sortir du yuan si vous en avez trop. Ça rend tout de même la Chine très attrayante pour des investisseurs. Et comment donc? Vous avez sur les obligations à 10 ans chinoises, vous avez 4% de rendement, et les obligations à 10 ans chinoises ont fait 2% de mieux par an que les obligations américaines depuis 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Donc, je me demande pourquoi vous devriez avoir des obligations chinoises américaines à 2%. Alors que vous pouvez avoir des obligations chinoises à 4 et que probablement la monnaie chinoise va monter. Parce que ce scénario implique une hausse du taux de change chinois. Alors ça, c'est le scénario
idéal, mais est-ce que vous n'escamotez pas tout de même dans l'équation certains facteurs importants? Parce que, ok, la Chine est un acteur intelligent, rationnel, on sait, malin. Et qui a une notion du temps très longue. Ils ne sont pas pressés. Absolument. Il n'y a pas d'élection, ils ne sont pas pressés. Néanmoins, d'aucuns soulignent qu'elle souffre aussi d'un certain nombre de déséquilibres, notamment certains pointent du doigt sa dette en disant qu'elle croît à une vitesse qui est un peu préoccupante. Ça ne vous alerte pas? Ça ne vous compromet pas un peu l'image que la Chine a à vos yeux? La dette, si vous voulez, il faut savoir, si je peux me permettre une petite plaisanterie, la dette, je crois qu'en allemand, je ne parle pas l'allemand, mais je crois qu'en allemand, la dette et la culpabilité, c'est le même mot. Donc, si vous voulez, c'est le guilt. Schuld. Ça veut dire, c'est le même mot. Donc, il y a des tas de gens qui pensent que la dette est moralement mauvaise. La dette, c'est comme un marteau ou une scie, c'est un outil. Donc, ce n'est ni moralement bon, ni moralement méchant. Donc, je veux dire, en plus, moi, étant catholique, si vous voulez, si je fais... Eux, ils sont protestants, donc ils ont des problèmes de confession. Moi, je vais me confesser, je repars à zéro et tout va bien. Donc, j'ai aucun problème avec ça. Donc, qu'est-ce que c'est que la dette? La dette, c'est quelque chose, vous empruntez sur le futur. La Chine n'a fait aucun investissement pendant 100 ans. Donc, ils ont dû faire des investissements gigantesques. Donc, ils ont rattrapé, ils ont dû endetter. Mais ils sont endettés auprès de qui? Ils sont endettés auprès d'eux-mêmes. Donc, la Chine, si j'emprunte de l'argent à mon fils, la famille en consolidé a zéro dette. Donc, je veux dire, ce n'est pas du tout la même chose d'emprunter auprès de sa propre population ou de le faire comme le fait la France, où 70% de notre dette est détenue par des étrangers. À qui on devra rendre des comptes. Et si maintenant, par exemple, on est à 100% du PIB, si les taux d'intérêt sont à 3%, ben il faudra qu'il y ait 3% du PIB français qui aille au service de la dette à des étrangers. C'est-à-dire que si on croît de 3%, on n'aura aucune hausse du niveau de vie. Tout ira aux étrangers. Tandis que s'il y a des taux d'intérêt de 3%, eh ben, tout ira aux Chinois. À d'autres Chinois, mais aux Chinois. C'est ce raisonnement qui vous fait dire, par exemple, aussi que la dette du Japon n'est pas un problème. Et que c'est une terre aussi d'investissement aujourd'hui. Complètement. D'abord, c'est un des pays où il y a des technologies absolument extraordinaires. Que l'Asie se développe, maintenant, ils vont avoir besoin de technologies extrêmement pointues. Le Japon, c'est en quelque sorte le laboratoire et l'université de toute l'Asie. Et puis ensuite, revenons à une idée toute simple, encore une fois, c'est que la Banque centrale chinoise a acheté 50% de la dette existante. Elle l'a acheté à des cours qui étaient très supérieurs au cours d'émission. Vous parlez de la Banque centrale japonaise. Pardon. Elle l'a acheté au cours traité au-dessus du cours d'émission. C'est-à-dire que vous avez acheté votre obligation, si vous êtes Madame Watanabe, à 100 yens, et puis on vous la rembourse à 110. Donc vous n'êtes pas fâché, quoi. Vous êtes très content, ça a très bien marché. Qu'est-ce que fait la Banque centrale japonaise? Les taux d'intérêt sur le 10 ans japonais sont à zéro. Ça ne rapporte rien. Donc elle remplace cette dette à zéro par un billet de banque qui est aussi à zéro. Personne n'y perd, personne n'y gagne, personne n'y perd. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pareil. Vous remplacez des crédits bancaires par des... Et ensuite, mettons qu'elle finisse par acheter 100% de cette dette. Et puis qu'elle décide par un grand coup de crayon de fusionner le ministère des Finances et la Banque centrale, d'en faire un seul truc, et d'annuler la dette. Rien ne se passe parce qu'elle est détenue domestiquement, c'est ça que vous voulez dire? C'est-à-dire que la Banque centrale perd des sommes monstrueuses, le ministère des Finances gagne exactement la même somme monstrueuse dans l'autre sens, et il ne se passe rien. Un jeu à somme nulle. C'est un jeu à somme nulle. Donc ce que j'essaie de dire, c'est si vous empruntez auprès de vous-même, ce n'est en plus après qu'une espèce de jeu politique, comment va se répartir la dette et tout. Mais si la dette est rachetée par l'État et que cette dette est à 110 alors qu'elle a été mise à 100, personne n'a l'argent, perdant l'argent, tout le monde est content et tout va bien. C'est-à-dire que ce que j'ai à dire, c'est que la Chine et le Japon sont des pays non endettés. La France est un pays épouvantablement endetté puisqu'il est endetté vis-à-vis de l'extérieur. Vis-à-vis du Japon, ce n'est pas le seul argument pour non. investir. Quels sont les principaux arguments selon vous? D'abord, ça fait 25 ans qu'ils sont en bear market, ou je ne sais pas comment on dit, en marché baissier. Donc aujourd'hui, plus personne ne s'intéresse au Japon. Et vous avez le cash généré par les sociétés japonaises dans leurs livres qui est de près de 3 000 milliards de dollars. C'est-à-dire 50% de plus que les sociétés américaines. Donc les sociétés japonaises pissent du cash. Mais c'est absolument extraordinaire, quoi. Et elles ne sont pas chères du tout dans les marchés. Et elles sont très souvent dans tous les secteurs qui sont des secteurs porteurs, comme le vieillissement de la population, les robots, tout ça. Si vous voulez, c'est eux qui sont en avance, puisqu'ils ont 20 ans d'avance sur nous, sur le déclin démographique.
Et l'appareil industriel du Japon, compte tenu de ces investissements qu'ils ont fait, est investi maintenant en Thaïlande, en Chine, en Corée, partout, si vous voulez. Ils ont plus d'usines, il ne reste plus que les bureaux d'études et les... Donc vous avez des sociétés technologiquement extraordinairement fortes, avec des gens très compétents, gérées de façon, comme on sait par les Japonais, avec l'idée du long terme, et qui ne sont pas chers du tout, et personne n'en a. Alors, si personne n'en a aussi, c'est parce qu'il y a beaucoup d'interrogations par rapport au devenir économique du Japon, puisque beaucoup font le lien entre croissance et démographie. Oui. Et la démographie du Japon est une démographie déclinante. Vous l'avez dit, hein, on va donner quelques chiffres, mais voilà, selon les projections. Alors, elles valent ce qu'elles valent, hein, on le sait, puisque les démographes en principe, la démographie, si vous voulez, les gens qui ne sont pas nés aujourd'hui ne seront pas là dans 20 ans. Ça, c'est à peu près certain. Voilà. Mais en gros, d'ici les 40 prochaines années, le Japon va perdre entre 25 à 40 millions d'habitants, grosso modo. Il ne faut pas avoir d'immobilier. Hein. Alors, il ne faut pas avoir d'immobilier, mais en termes de croissance, ça va peser aussi, puisqu'il va falloir... on va avoir des déficits primaires importants, puisqu'il va falloir... On va avoir une population vieillissante, qui ne travaillera plus, avec un stock d'actifs moindre. J'ai beaucoup de mal avec ce genre de raisonnement parce que j'ai 75 balais et je continue à travailler comme un fou. Donc l'idée que les vieux ne travaillent pas est une idée intéressante, mais qui, à mon avis, c'est vrai pour les gars qui sont dans les métiers manuels et tout. Bon, ils sont très fatigués, ils doivent prendre leur retraite, ça me paraît normal. Mais dans les milieux intellectuels, si on n'est pas atteint d'Alzheimer ou d'une maladie dégénérative du cerveau, il n'y a aucune raison de s'arrêter de travailler, quoi. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est qu'il y a une espèce d'idée dans la tête des gens qui vient de la révolution industrielle, c'est-à-dire que la croissance, c'est le nombre de gens multiplié par leur productivité. Mais dans un monde de la connaissance, ce n'est pas du tout certain. La valeur créée n'est peut-être pas du tout fonction du nombre de gens, mais du nombre de gens qui font des inventions, ou qui sont rapides, ou qui comprennent. En la matière, le Japon est à la pointe, hein, en termes d'invention et de brevets. Il n'y a pas mieux qu'eux. Donc, quand on me dit, oui, il faut qu'on ait des tas de gars, vous savez, c'est l'idée qu'ont tous les politiques français, que le type qui travaille, c'est celui qui a un casque sur la tête et qui travaille en maillot de corps, ce qui ne les empêche pas d'être dans un bureau toute la journée. Mais pour eux, c'est ça le travailleur. Mais c'est plus ça. Dans une société de la connaissance, le travailleur, c'est celui qui réfléchit à ce dont le reste du monde a besoin. Et voilà, c'est pas du tout la même chose. Et c'est pas du tout limité par la puissance musculaire. Donc on a une grille de lecture qui est sans doute datée par rapport à l'évolution. Qui a un siècle de retard, quoi. Ouais. Vous dites aussi, en faveur de l'Asie, dans le rapport de force entre Asie et Occident, on nommait une chose, c'est que finalement, tous les centres de production sont en Asie, quasiment. Oui. Vous savez, il y a eu un phénomène qui s'est passé il y a à peu près 30 ans, 25 ans, qu'on avait bien diagnostiqué pour nos clients, c'était la naissance de ce qu'on avait appelé les sociétés plateformes. Les fabless companies. Les fabless companies, les sociétés plateformes, on l'avait ça. Sans usine. Hein, sans usine. Chaque société doit faire trois choses. Elle doit conceptualiser un produit, elle doit le produire, elle doit le vendre. Et un certain nombre de sociétés comme Apple, il y a 30 ans, on dit mais c'est idiot de faire des usines. Il y a des usines partout dans le monde. Je fais savoir qui a des capacités de production. Ils feront mon truc et comme ça, je n'aurai pas besoin d'investir. Et ce sera les fabless society, les fabless companies. Bon, ça a marché pendant 30 ans. Donc tout l'effort de l'Ouest depuis 30 ans, ça a été d'optimiser la capacité de production des gars à l'Est. Vous voyez ? Mais aujourd'hui, ils sont en pleine capacité. Donc si vous êtes Apple, vous allez voir Samsung aujourd'hui, vous leur dites j'ai besoin de 10 millions d'écrans. Samsung vous dit ben, vous vous mettez à la queue de la file qui est là et on vous les vendra quand on pourra et au prix que vous nous donnerez. C'est-à-dire que le rapport de force a complètement basculé, c'est ce que vous voulez dire. Complètement basculé. Et c'est le même phénomène qu'on a pu observer par exemple dans le secteur automobile où pendant très longtemps, les constructeurs ont eu barre sur les équipementiers, les avaient complètement inféodés, et aujourd'hui, étant donné que la majeure partie de la valeur ajoutée réside du côté des équipementiers, ce sont eux qui dictent les prix finalement d'une certaine façon. C'est eux qui dictent les prix. Ils disent vous prendrez les écrans au prix que je voudrais et je vous les livrerai quand j'aurai le temps. Donc, si vous voulez, on a complètement. Ce qui veut dire qu'on va avoir dans les endroits où il n'y a eu aucun investissement depuis 30 ans, des espèces d'investissement productif. D'investissement productif, des espèces de geysers de hausse des prix qui se passeront dans les semi-conducteurs, chez les équipementiers, ici ou là. Ça peut se passer dans le pétrole demain si on continue à ne pas investir. Et donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on n'aura peut-être pas une inflation généralisée, mais vous aurez des pointes d'inflation sur certains trucs. Et le rôle du gérant, c'est de repérer les endroits où ça risque de se passer pour essayer d'attraper, parce qu'à ce moment-là, les actions qui bénéficient de ça passent au travers du toit, ça va sans dire, quoi.
Bon, on a bien compris que vous étiez un avocat de l'Asie. On investit en Asie, donc via des obligations. Vous pouvez choisir des obligations des pays autour de la Chine, qui offrent des rendements tout à fait satisfaisants. Mais il ne faut pas oublier que la France a cet avantage immense, c'est d'avoir toute une série de sociétés qui sont depuis très longtemps plus du tout françaises. Vous prenez, je ne sais pas, une société comme Schneider, si vous voulez, qui est la spécialiste de la petite électricité. Tricouart a décidé de venir vivre à Hong Kong il y a 6 ou 7 ans. Et il gère Schneider à partir de Hong Kong. Ça veut dire que vous pouvez trouver dans la cote à Paris toute une série de valeurs qui, dans le fond, sont complètement branchées, Air Liquide, Schneider, je ne sais pas, des choses, qui sont complètement branchées sur cette croissance de l'Asie. Et eux, ils s'occuperont de la couverture de change, des risques et tout. Ils savent faire, c'est leur métier, voyez, ils le feront très bien. Donc ça ne veut pas dire du tout d'être favorable à l'Asie, qu'il faut acheter les bourses asiatiques. Vous avez des tas de façons de les acheter, si vous vous donnez un peu de mal, pour les acheter en étant des valeurs locales, quoi. Et dans cet esprit, la bourse de Paris est beaucoup moins dangereuse que la bourse allemande. Parce que la bourse allemande, c'est que des bagnoles faites en Allemagne, quasiment, ou autour de l'Allemagne, tandis que la bourse de Paris, c'est des valeurs incroyables qui produisent partout, qui vendent partout. Donc, en termes de fragilité, la bourse allemande est extraordinairement fragile, la bourse de Paris est extraordinairement résiliente. Et on retient le message, si vous songez à investir, cherchez à vous exposer à l'Asie d'une façon ou d'une autre. Ou d'une autre. Ça doit Soit être... directement par les obligations, soit par des actions qui sont cotées chez nous. Charles, merci. Mais je vous en prie.